Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils en réponse aux différentes questions que j'ai pu recevoir en inbox, relatives à l'éducation de vos enfants et aux problèmes que l'on peut parfois rencontrer dans la parentalité ou dans l'éducation de ceux-ci. Alors, je vais commencer par la première question qui est relative à la concentration. C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Et alors, pour la concentration, il y a différentes choses à savoir. La première chose, et je vous mets un petit encadré juste là, c'est que la concentration change selon les âges. Plus on vieillit, plus on a une capacité de concentration qui est importante. Mais quel que soit l'âge, si on veut vraiment recevoir une concentration accrue de la part de la personne qui nous écoute, il faut à la fois que ce soit un sujet qui l'intéresse, qu'il s'agisse également d'un format qui soit attrayant et qui soit divertissant, d'autant plus pour les enfants. Et enfin, il faut que la manière dont on présente les différentes activités, etc., soit variée. Pourquoi ? Parce qu'un enfant peut tenir sur une forme d'exercice ou une forme de jeu pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, il va s'ennuyer, ça va devenir trop lourd. Et donc du coup, quitte à étudier le même point ou à essayer d'aborder la même forme de connaissance, autant diversifier les activités pour que ça soit d'autant plus stimulant, que ça reste fun et que la concentration reste accrue. Après, de manière générale, il faut quand même garder à l'esprit qu'un enfant doit faire beaucoup d'activités physiques au quotidien et que ce genre d'apport qu'amène l'activité physique, en plus de l'oxygénation du cerveau et de tous les bienfaits qu'on peut avoir au niveau des circuits neuronaux, etc., eh bien, il est important aussi pour que les enfants puissent évacuer tout ce trop-plein d'énergie qu'ils peuvent avoir parfois. Et c'est justement en se dépensant physiquement qu'ensuite ils seront plus à même de se poser pour faire une activité qui soit un peu plus, une activité ma foi un peu plus calme, tout simplement. Après, si vous avez testé toutes ces solutions, que vous avez aussi essayé de faire des jeux que l'enfant aime bien, où les temps de concentration sont de plus en plus longs pour un peu l'entraîner, et que vous voyez qu'il n'y a aucune forme de changement, que votre enfant déborde d'énergie, qu'il ou elle est incapable de se concentrer ou de ne pas avoir son esprit qui passe d'un point, du coq à l'âne, sans que votre enfant semble avoir assez de contrôle là-dessus, il est peut-être temps de se tourner vers un bilan psychomoteur. On ne sait jamais, c'est peut-être un trouble de l'attention ou un déficit de l'attention. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. C'est quelque chose qui peut être soit réglé par plusieurs séances, soit par des médicaments qui justement permettent de réguler au niveau chimique ce qui se passe dans le corps. Et voilà, c'est pas un problème plus grand que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des troubles de l'attention et de l'hyperactivité quand ils étaient enfants, qui ont très bien réussi leur vie. La seule chose qui est capitale, c'est de s'en occuper. On s'en moque de ce que peuvent dire les gens, de ce qu'ils peuvent penser si on amène notre enfant chez le ou la psychomote ou le ou la psy. L'important, c'est juste le bien-être en fait de notre enfant. La deuxième chose que l'on m'a posée, c'est par rapport aux enfants qui sont très têtus. Alors, la maman me dit, ma fille de 6 ans est trop têtue, elle ne fait que me provoquer, surtout en présence de son papa. Alors moi, la première chose qui me vient à l'esprit, j'ai un premier red flag, c'est qu'elle le fait surtout en présence du papa. Et je pense que c'est peut-être parce que c'est un besoin d'attention accrue. Je pense que c'est une petite fille qui a besoin de passer plus de temps avec son papa et qui, quelque part, essaye d'avoir son attention, que ce soit une attention positive ou négative, juste pour passer plus de temps avec. Et du coup, il est possible aussi qu'elle punisse par conséquent la maman en cherchant à la provoquer ou en n'étant pas toujours très très gentille. Comment réagir ? Il faut vraiment que l'approche elle soit bilatérale. Dans un premier temps, sur la forme, il ne faut pas laisser passer parce que quelque part, ce n'est pas la bonne manière de se comporter. Et il faut montrer à l'enfant que même si ses sentiments ou sa frustration derrière est légitime, on ressent des sentiments et on ne peut pas s'empêcher de les ressentir. Par contre, la manière dont on réagit à nos sentiments et dont on les contrôle, ça, on peut le contrôler. Et il faut l'apprendre aux enfants depuis qu'ils sont tout petits. Ça leur sera utile plus tard, que ce soit pour leur bien-être, mais aussi pour la manière dont ils vont évoluer en société. Il n'est pas question de fesser ou d'engueuler de quelque chose en fait qui n'aurait aucune forme d'utilité. D'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que les fessées, ça ne sert absolument à rien. Ça a même des effets négatifs. Ça encourage les cachotteries quand ils sont plus grands, au lieu de les encourager à être honnêtes avec nous les parents, etc., etc. Ça crée une relation de peur, bref, ça n'améliore pas les choses. Par contre, si on se montre ferme mais bienveillant, et j'arrive tout de suite sur la bienveillance, là on peut avoir de vrais résultats.
Dans le cas échéant, comme je vous disais, j'ai l'impression que cette petite fille elle a besoin d'attention. Donc parfois le fait d'avoir un enfant défiant qui provoque sans cesse, ça peut être dû comme là à de l'attention ou à un manque de confiance. Comment est-ce qu'on gère ce problème-là? Tout d'abord, on dit à notre enfant, écoute, je comprends ta frustration. C'est légitime parfois de se sentir frustré dans tel et tel cas de figure, dans telle et telle situation. Et que votre enfant est un peu plus apte à discuter, que ce soit sur le moment ou un peu plus tard, une fois qu'il ou elle aura retrouvé ses esprits, qu'il sera plus apaisé. Là, on peut lui demander, mais pourquoi tu agis comme ça? Et quelque part, on va chercher à résoudre le problème, non pas sur la forme seulement, mais dans le fond. Et c'est ça qui va faire qu'on va vraiment prévenir ce type de comportement. On va chercher à réparer la confiance en soi d'un enfant. J'ai fait un post là-dessus que je vous mets juste ici, que vous pourrez aller regarder. On peut aussi aller parler à son enfant tout simplement de son comportement défiant. Pourquoi est-ce qu'il cherche à nous provoquer? Et en faisant ça, on va justement encourager notre enfant à apprendre à mieux communiquer et à réparer ses problèmes au lieu de se braquer et de se cacher derrière de la fierté, derrière de l'ego. Après, c'est aussi ce qu'on lui reflète et ce qu'on lui montre. Donc il faut vraiment essayer de faire un effort, que ce soit du côté du papa ou de la maman, pour justement communiquer nos émotions de la manière la plus saine possible, pour que l'enfant justement aille chercher à imiter un schéma de communication qui soit sain et qui soit positif. Alors là, j'ai une maman qui, au contraire, me dit que sa fille a beaucoup de mal à se détacher d'elle, qu'elle veut être avec elle H24 et dort mal. Alors, là, c'est l'exemple inverse. C'est un enfant qui fait preuve une enfant en l'occurrence, d'une anxiété de séparation. Donc parfois, il y a plusieurs causes pour l'anxiété de séparation, mais c'est un problème qui est très commun, qui est très répandu. Et un des premiers motifs, du moins de ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est un enfant parfois qu'on a pu avoir du mal à avoir, ou parce que c'était le premier, on a tout de suite beaucoup plus peur, c'est une situation nouvelle, et donc on cherche à beaucoup protéger cet enfant-là. Mais c'est pas rendre service à l'enfant que de le surprotéger. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peu à peu, en fait, réhabituer notre enfant à prendre des risques. Et ça passe vraiment par une approche multilatérale. Par exemple, au début, on passe du temps avec l'enfant, en famille. Et puis, une fois qu'on voit que l'enfant est à l'aise avec des personnes étrangères, etc., ou des membres de la famille, peu à peu, on va l'exposer à des situations qui sont plus nouvelles. Et plus l'enfant sera exposé à une diversité de situations, plus il sera apte à aborder l'inconnu avec confiance. La deuxième chose qui est très importante pour justement travailler sur la séparation, c'est qu'au début, par exemple, on va chez papy, mamie ou tonton, tata ensemble, ou chez des amis ensemble, et puis parfois, peu à peu, de manière répétée, de plus en plus longue, on dit écoute, je reviens dans X temps. Donc au début c'est 15 minutes, après ça devient 30 minutes, après ça devient 1 heure, et comme ça en fait on habitue notre enfant et peu à peu on va réduire l'anxiété et la peur que notre enfant ressent. La chose aussi qui est absolument essentielle, c'est de lui faire faire des activités en extérieur. Je vous promets, ça a énormément de bénéfices, j'en parle tout le temps, mais ça permet aux enfants de savoir prendre des risques mesurés. Quand on grimpe à un arbre ou quand on fait des roulades dans l'herbe, etc., on mesure le risque et on tente de nouvelles choses. Et ça permet de donner confiance à l'enfant. Parce qu'il va se dire, bon, allez, je vais tenter, je vais le faire. On fait aussi des activités qui sont diverses, des nouveaux sports, des nouvelles formes aussi d'activités artistiques. Bref, on se confronte à ce qui nous fait peur et on apprend à vaincre nos peurs. Et ça, c'est extrêmement important pour un enfant, pour plus tard aussi, pour pas avoir de peur de l'échec, pour pas avoir peur de s'affirmer et pour pas avoir peur qu'on marche sur les pieds, pour être globalement dans la situation où notre enfant va être épanoui et où dans la société il sera à l'aise. Il ou elle pourra en fait être vraiment dans une situation de bien-être. Il y a 2 derniers points que j'aimerais évoquer à ce sujet-là. Le premier, c'est que quand on dit à un enfant qu'on vient le récupérer à une heure précise, on se tient à cette heure-là. Si on ne peut pas parce qu'on est dans les embouteillages ou pour X ou Y raison, on appelle et on prévient. Ça rassure l'enfant, il sait qu'il peut avoir confiance en vous, vous êtes quand même son point de repère, donc c'est ultra important. La deuxième chose qui est aussi cruciale, c'est que quelque part, on va montrer à notre enfant qu'on a confiance en lui. Au lieu de lui dire par exemple attention, tu vas tomber, et bien en fait on le prépare au fait de tomber. On met dans son esprit la croyance selon laquelle il ou elle ne va pas y arriver. Et donc du coup, ce qu'il faut faire au contraire, c'est prévenir en amont, dire regarde, tu vois, il y a des cailloux par là-bas, tu feras attention, j'ai confiance en toi, tu feras attention quand tu passeras au niveau à ce niveau-là du chemin ou du jardin, parce que si on tombe sur les cailloux, on peut se faire un peu mal. Mais
je sais que tu vas faire attention et que tout va bien se passer. Et là, vous donnez les armes à votre enfant. Et depuis tout bébé d'ailleurs, choisissez des jouets ou des situations où votre enfant est plus ou moins dans une situation où il y a peu de risques et laissez-le ou là explorer son environnement librement. Et ça, c'est vraiment donner des armes à son enfant pour que plus tard, il ou elle ait vraiment confiance. J'ai reçu toute une tonne de questions, donc d'ailleurs je vous remercie du fond du cœur parce que, grâce à vous, j'ai des idées et je sais justement comment je peux vous aider, comment vous proposer des posts ou des vidéos qui vous parlent et qui vous aideront le mieux possible dans votre parentalité et dans l'éducation de vos enfants. Du coup, restez bien sur la page, abonnez-vous, soyez là parce qu'il y aura d'autres vidéos qui parleront d'argent de poche, de téléphone portable et de tout ça très bientôt. Je vous remercie et je vous fais plein de bisous. Partagez, likez, faites tout ce que vous voulez.